Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De la Franc-Afrique à la Chine-Afrique. Quelle place pour le développement africain? Collection IREA. Collection dirigée par David Gakunzi. Fournir des clés permettant de mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses réalités et mutations actuelles, ainsi que sa géopolitique, voilà l'ambition de cette collection de l'IREA, Institut de recherche et d'études africaines. La collection, qui réunit aussi bien des essais, des monographies que des textes littéraires issus des travaux et des débats animés par l'Institut, a pour vocation de faire connaître au grand public les travaux d'auteurs confirmés mais également ceux de jeunes talents encore méconnus. Les ouvrages de la collection sont rédigés dans une langue conviviale, vivante et accessible. Dernière parution. Théophile Obenga, l'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue, 2012. Jean-David Enda, le Nouvel Ordre ivoirien, 2012. Roger Guebalou, Côte d'Ivoire, Souveraineté bafouée, 2011. Calixte Baniafuna, La démocratie de l'ONU en Côte d'Ivoire, 2011. Calixte Baniafuna, Ce que France veut, Afrique veut, le cas de la Côte d'Ivoire, 2011. Calixte Baniafuna, La démocratie coloniale de la France, 2011. Roger Guebalou, Côte d'Ivoire, Le crépuscule d'une démocratie orpheline, 2011. David Gakunzi, Libye, Permis de tuer, 2011. Brian Touré. De la Franc-Afrique à la Chine-Afrique. Quelle place pour le développement africain? L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 96 807 3. EAN 9 782 296 968 073. PREFACE. L'Afrique, continent souvent marginalisé de la mondialisation et des échanges commerciaux, constitue pourtant aujourd'hui un enjeu majeur pour toutes les grandes puissances économiques, développées comme émergentes, notamment en raison de ses matières premières. Celles-ci sont considérées à la fois comme son principal atout, mais aussi comme une malédiction l'enfermant dans le secteur primaire et dans le sous-développement persistant. Même si l'Afrique semble être aujourd'hui sur la voie de la croissance et du développement, force est de constater que des fragilités structurelles perdurent et que le continent noir est loin d'être sorti des problématiques de pauvreté, d'instabilité et d'inégalité. De plus, liée par sa géographie et par son histoire à l'Europe et à la France en particulier, l'Afrique constitue évidemment un sujet d'étude et de réflexion privilégié. L'objet de ce livre est d'étudier la trajectoire économique de l'Afrique depuis les indépendances, pour tenter de comprendre les raisons de cette marginalisation économique, mais aussi pour analyser les évolutions économiques sur le continent noir. La France a joué un rôle central dans la mise en place des économies post-coloniales. Mais aujourd'hui l'Hexagone ne fait plus cavalier seul en Afrique. Les États-Unis, l'Union européenne, les pays émergents tels le Brésil, l'Inde ou la Chine sont autant de nouveaux partenaires et concurrents qui bouleversent aujourd'hui la géopolitique de ce continent. La Franc-Afrique est, à ce titre, accusée par beaucoup d'être responsable des maux qui touchent actuellement les Africains. Pauvreté, sous-développement, corruption, conflit. À l'opposé, l'arrivée de la Chine semble être vue comme une chance, voire une opportunité pour le développement africain. Devant cette thèse, l'objectif de cet ouvrage sera d'analyser point par point la Franc-Afrique. Il s'agit de voir quels ont été les aspects positifs et négatifs de cette politique, mais aussi de l'analyser dans une approche historique avec le rôle croissant des États-Unis et celui de l'Union européenne. Il s'agit aussi d'étudier la présence croissante de la Chine en Afrique au détriment de la présence française, de voir en quoi elle peut être bénéfique, et aussi en quoi elle peut être une nouvelle menace pour le développement africain. Devant toutes les passions que déchaîne la question de la Franc-Afrique et de la Chine-Afrique,
L'objectif sera ici d'analyser objectivement les apports de chacun dans le développement du continent noir mais aussi dans son sous-développement. La tâche est en effet difficile puisque suivant les acteurs, occidental ou africain, président ou villageois local, industriel ou simple pêcheur, chacun a sa propre explication du sous-développement africain et sa propre vision quant à la présence française ou chinoise. Tantôt la France est perçue responsable, tantôt elle est vue comme un partenaire incontournable. L'Union européenne peut sembler être la solution, mais elle peut être vue aussi comme une simple illusion. La Chine est à la fois perçue comme une opportunité, mais aussi comme une menace nouvelle. Devant le nombre de visions contradictoires, cette étude tentera de les décortiquer, d'en faire ressortir les forces comme les faiblesses, de les opposer mais surtout d'en faire une synthèse la plus objective possible. Face aux bouleversements économiques et géopolitiques actuels, l'Afrique peut constituer l'une des clés pour la compréhension du futur monde qui se met progressivement en place. Ce qui est sûr, c'est que le continent noir est appelé à jouer un rôle croissant dans le monde de demain dans le cadre ou non de la Franc-Afrique et de la Chine-Afrique. Chapitre introductif. L'Afrique, berceau de l'humanité et des premières civilisations comme l'Égypte, est pourtant considérée aujourd'hui comme marginalisée voire exclue des progrès apportés par le mouvement actuel qu'est la mondialisation, vecteur de développement économique et social partout sur la planète comme on peut le voir de façon flagrante en Asie notamment. Cependant, cette situation n'est pas une constante dans l'histoire économique du continent noir. Tout d'abord, il convient de dresser un rapide historique de l'Afrique dans les relations économiques internationales avant l'avènement des indépendances pour essayer de comprendre une partie des raisons de cette marginalisation actuelle. Section 1. Historique de la place de l'Afrique dans les relations économiques internationales avant les indépendances. À l'opposé de la situation actuelle, le continent noir a toujours joué un rôle important dans les relations économiques internationales avant la période de la colonisation européenne. Dans l'Antiquité, l'Afrique était considérée comme le grenier à blé du monde méditerranéen. L'Égypte particulièrement, tout comme l'ensemble du Maghreb antique, a su pendant des siècles profiter de cette ressource pour acquérir une position stratégique dans les relations commerciales de l'époque. À ce titre, cette partie du monde constituait une zone stratégique pour l'Empire romain. Contrôler l'Afrique du Nord, c'était posséder un pouvoir de pression sur la sécurité alimentaire de tout le bassin méditerranéen. L'Afrique constituait aussi une porte d'entrée en direction des ressources plus exotiques telles que les épices et encens, les métaux précieux ainsi que diverses marchandises de luxe, fourrure, ivoire. Bien avant le Moyen Âge, l'Afrique constitue donc une réelle terre de prospérité pour tous les empires antiques, perses, égyptiens, grecs puis romains, avec des produits exportés dans l'ensemble du monde connu. Plus tard, cette puissance commerciale s'exprimera aussi à travers l'existence de puissants royaumes islamiques subsahariens, à l'image du royaume du Mali ou encore celui de Haoussa, qui vont profiter pleinement de ce commerce entre l'Afrique et le bassin méditerranéen par le contrôle des routes commerciales sahariennes. À la Renaissance, le commerce avec l'Afrique va à la fois se diversifier et s'intensifier. En effet, le développement de l'Europe et de ses richesses va permettre le développement des exportations africaines en direction du vieux continent toujours avec des marchandises dites traditionnelles, épices, animaux exotiques, bois précieux, mais aussi avec l'amplification du commerce des esclaves qui va se développer en même temps que la conquête occidentale aux Amériques. Le continent noir va alors s'intégrer dans un nouveau commerce international à savoir triangulaire, entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Néanmoins, cette période marque le début de la marginalisation africaine au niveau international puisque le continent noir va davantage subir ce commerce qu'en être acteur à part entière. Le début de la colonisation européenne en Afrique va accentuer ce processus de mise sous tutelle occidentale. À ce titre, l'ouverture du Congrès de Berlin de 1885 va lancer le partage de l'Afrique entre les diverses puissances coloniales européennes de l'époque et marquer définitivement, jusqu'aux indépendances, la fin de l'Afrique en tant qu'acteur autonome. Cela marque ainsi le début d'une période plus que difficile pour ce continent qui, pendant presque un siècle, va subir la domination occidentale empêchant son développement autonome dans les relations économiques internationales jusqu'aux indépendances des années 50 et 60.
Section 2. Données macroéconomiques générales de l'Afrique d'aujourd'hui. Malgré une histoire économique assez tumultueuse, l'Afrique apparaît aujourd'hui comme un poids lourd démographique au sein des relations internationales. En effet, ce continent de 30 202 704 km², 20% des surfaces de terre émergées, compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants, soit presque un sixième, environ 16% de la population mondiale. De plus, la démographie galopante, le taux de natalité est le plus élevé au monde et la part des moins de 25 ans dans la population totale africaine dépasse 50%. Face à une Europe vieillissante et à une Asie et Amérique qui ralentissent démographiquement, le continent noir est appelé à jouer un rôle croissant dans les décennies à venir tant sur le plan économique que politique. D'ici 40 ans, l'Afrique pourrait compter 2 milliards d'habitants, soit 20% de la population mondiale. Cette croissance démographique est un défi alimentaire, mais aussi un enjeu en termes de marché à conquérir. En matière économique, même si le continent noir se caractérise par un PIB en forte progression en 2011, prévision de 5,2% pour l'Afrique 2, et même depuis 2000 par rapport à des zones en relative stagnation économique à l'image de la zone euro, il n'en reste pas moins que le PIB africain reste très largement en deçà des niveaux mondiaux. En effet, de 1980 à 2008, le PIB africain a progressé de 418 à 1536 milliards de dollars, plus 267%, contre 11 826 à 60 444 milliards de dollars pour le PIB mondial, plus 411%. Il représente à ce titre moins de 3% du PIB mondial. Le PIB par habitant s'élève en moyenne à 1636 dollars alors que la moyenne mondiale, hors Afrique, se situe à 10 460 dollars par habitant. Ces chiffres prouvent clairement la marginalisation économique de l'Afrique. Dans le même temps, en matière commerciale, l'Afrique reste là aussi à la traîne en comparaison du volume des échanges internationaux. Entre 1980 et 2008, sa part relative dans les échanges mondiaux est passée de 5,10% à 3,2% des échanges mondiaux. Selon le rapport de l'OMC sur le commerce mondial en 2009, l'Afrique a exporté pour 39 milliards de dollars de produits agricoles, contre 528 milliards de dollars pour l'Europe, pour 246 milliards de dollars de produits issus des industries extractives et combustibles, contre 886 milliards de dollars pour l'Asie, et pour 74 milliards de dollars de produits manufacturés, contre 8 355 milliards de dollars pour l'ensemble du monde. Entre 1948 et 2009, la part de l'Afrique dans les exportations mondiales de marchandises a même baissé de 7,3% à 3,2%, ce qui illustre manifestement la marginalisation des économies africaines dans les échanges mondiaux, même si l'on observe une tendance à la reprise depuis 2003 comme le démontre le tableau ci-après. Exportation mondiale de marchandises par région et par économie. Source: Statistiques du commerce international 2010, exportation mondiale des marchandises par région et pour certaines économies, 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 et 2009. Copyright 2009 OMC. http://www.wtO.org/english/res-bae/statis-bae/its 2010-section 1-bae/i06.xls. Section 3. Atouts et faiblesses des économies africaines. Le précédent rapport de l'OMC sur le commerce mondial en 2009 tente aussi à démontrer l'orientation des économies africaines en direction des produits agricoles et miniers, au détriment des produits manufacturés. Cela constitue la principale faiblesse des économies africaines qui restent spécialisées dans des produits à faible valeur ajoutée et vulnérables par rapport aux variations des cours sur les marchés mondiaux. On parle ainsi d'économie de rente. Par conséquent, l'instabilité du prix des matières premières se traduit par une instabilité des recettes d'exportation mais aussi du niveau d'investissement. À ce titre, on peut donc dire que l'Afrique dans son ensemble, à la différence de l'Europe, des États-Unis ou actuellement de l'Asie, n'a pas enclenché une remontée des filières en direction des secteurs secondaires et tertiaires qui est pourtant nécessaire au lancement d'un véritable processus de développement économique et social.
En effet, entre 1980 et 1989, la part de l'industrie dans le PIB africain est passée de 32% à 27%. L'omniprésence du secteur primaire se fait au détriment du secteur industriel et donc au détriment d'une croissance économique plus viable. L'Afrique est ainsi touchée par le syndrome hollandais. L'exploitation des ressources naturelles se traduit par une hausse des recettes d'exportation mais à terme par une surévaluation du taux de change et par une baisse de la compétitivité prix et donc par un déclin de l'industrie manufacturière. La question des matières premières n'est pas seulement une faiblesse pour l'Afrique, mais c'est aussi son principal atout dans la mondialisation. Effectivement, le continent noir représente une part importante dans la production mondiale de certaines ressources naturelles. 70% pour le cacao, 50% pour l'huile de palme, 40% pour les bananes, 30% pour le café et pour les bois précieux. D'autant que le continent noir possède également des réserves stratégiques, notamment concernant les stocks mondiaux de matières premières. 97% du chrome, 85% du platine, 80% de la bauxite, 65% du cobalt, 64% de l'or, 60% du diamant, 40% du manganèse, 20% de l'uranium et 13% du pétrole sont concentrés en Afrique 5. Avec la hausse programmée du prix des matières premières tirée par la hausse de la demande mondiale, le continent noir est donc appelé à jouer un rôle crucial sur ce marché mondial. L'Afrique est aussi touchée par plusieurs faiblesses structurelles. Tout d'abord, son niveau de productivité, aussi bien agricole qu'industriel, est trop faible au regard des niveaux atteints en Asie et en Occident. En matière agricole, l'exploitation extensive est préférée à une exploitation intensive et productive du fait des surfaces étendues à disposition. Cette donnée est un frein notable aux investissements étrangers. Ensuite, le continent se caractérise par la faiblesse de la taille de ses marchés car la faible densité de population dans certains pays ainsi que la faible intégration régionale empêchent le développement d'entreprises à un niveau critique. La demande et les marchés étant trop limités, les entreprises ne peuvent pas se développer suffisamment et envisager les marchés internationaux. En effet, l'Afrique est trop souvent liée à des productions de type artisanal. L'accroissement de la production permet de réaliser des économies d'échelle, d'augmenter la productivité et de réduire le prix unitaire des produits, ce qui améliore leur compétitivité. Il est à noter que le développement de la CEDEAO intégration régionale en Afrique de l'Ouest, de la CEMAC, Afrique centrale, et même de l'Union africaine au niveau continental va dans le bon sens pour tenter de lutter contre cette faiblesse structurelle. Enfin, l'une des principales faiblesses que l'on peut imputer à l'Afrique est son instabilité politique chronique empêchant donc une croissance économique durable. En effet, depuis les décolonisations aussi bien anglaises, françaises que portugaises, le continent noir se caractérise par la présence de nombreux régimes politiques instables voire autoritaires mais aussi par la quasi-permanence de la corruption, de coups d'État, de révoltes et de guerres civiles. Cette caractéristique africaine freine évidemment tous les flux d'investissement en Afrique, dont la stabilité est le principal critère. Là encore, une évolution positive est à noter puisque depuis les années 60, on peut observer un relatif progrès en matière de démocratisation et de règlement des conflits. 1 Brunel Sylvie, L'Afrique est-elle bien partie? Scienceshumaines.com, http://www.scienceshumaines.com/elle-bien-partie-fr-26981.html. De Jolis gens, les Chinois à la conquête de l'Afrique, première édition. Paris, Pygmalion 2011, 327 p. Plus grand que Perspectives économiques en Afrique, OCDE 2009. 3 Perspectives économiques en Afrique, OCDE, 2009. 4 Rapports de l'OMC de 2009. http://www.english-res-statis-e-its 2010-section 1-i06.xls. 5 Actes du colloque de la Fondation Gabriel Péri, Afrique et Europe, néocolonialisme ou partenariat, première édition. Paris, Fondation Gabriel Péri 2008, 263 p. Introduction. Malgré ses atouts, on l'a vu,
l'Afrique demeure plongée dans un sous-développement persistant et reste à l'écart des progrès apportés par la mondialisation actuelle. Dans cette étude, il est donc question d'étudier quelles en sont les causes et plus particulièrement quel est le rôle de la France, de sa stratégie, ou Franc-Afrique, quant au développement africain depuis les décolonisations. La Franc-Afrique est un terme inventé en 1955 par l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, pour désigner les bonnes relations tant politiques qu'économiques entre la France et le continent noir depuis l'ère des décolonisations, mais ce terme a ensuite été repris en 1998 par François-Xavier Verschaff pour désigner la gestion occulte et parallèle des relations franco-africaines CIS. Il s'agit ainsi d'étudier cette relation privilégiée entre l'ancienne métropole et ses anciennes colonies. Cette étude va aussi s'intéresser au rôle qu'occupent l'Union européenne et les États-Unis sur le continent noir en matière économique, mais surtout au rôle de plus en plus prégnant qu'occupe la Chine. L'analyse du développement économique et social africain depuis les décolonisations va permettre de s'intéresser à la politique française menée en Afrique et au poids croissant qu'occupe l'UE dans cette politique. Par ailleurs, il sera question d'étudier cette forme actuelle de transition économique entre l'influence française et l'influence américaine mais surtout chinoise sur le continent noir. L'enjeu sera donc de voir dans quelle mesure cette présence croissante de la Chine en Afrique au détriment des positions françaises se fait au bénéfice du développement africain. Dans une première partie, nous verrons la stratégie française en Afrique ou Franc-Afrique et ses résultats apportés quant au développement africain. Il sera intéressant de voir comment ce système a été mis en place à la suite des décolonisations et comment il a évolué face à la montée en puissance de l'UE, mais aussi face à l'intérêt croissant des États-Unis pour le continent noir. La seconde partie analysera au contraire l'émergence de la Chine en Afrique face à un certain déclin français. Il s'agira d'analyser comment la Chine réussit à s'implanter en Afrique et dans quelle mesure elle peut être un atout pour son développement. 6 Verschaff François-Xavier, La Franc-Afrique, le plus long scandale de la République, première édition. Paris, 1998. Partie 1. La Franc-Afrique ou la mise en place des économies post-coloniales en Afrique. Dans cette partie, il s'agit de voir comment, après les décolonisations des années 50 et 60, la France a réussi à maintenir une présence politique et économique dans ses ex-colonies africaines. Cette partie examinera aussi comment l'Union européenne et les États-Unis se sont implantés sur ce continent et de quelle manière cette implication croissante a eu tendance à influencer la politique française en Afrique. D'une manière générale, cette partie analysera l'impact de la présence occidentale en Afrique et ses conséquences sur le développement économique et social. Chapitre I. Face à la décolonisation, un système mis en place au service des intérêts français. Malgré les décolonisations des années 50 et 60 en Afrique, la France a mis en place un système lui permettant de maintenir une influence sur ses ex-colonies, d'abord par la persistance d'une tutelle politique et ensuite par des liens économiques privilégiés. Il s'agit pour la France de continuer à avoir accès à ce continent et à ses ressources sans pour autant y exercer une administration directe, mais à travers une coopération étroite avec les gouvernements de ces nouveaux États indépendants. Section 1. La persistance d'une tutelle politique française. À partir de la loi-cadre du 20 juin 1956, l'Empire colonial français à travers l'Afrique équatoriale française, AEF, et l'Afrique orientale française, AOF, disparaît au profit d'une territorialisation de ses ex-colonies. L'arrivée du général de Gaulle en 1958 et l'avènement de la Ve République vont poursuivre ce mouvement d'émancipation. En effet, le président Charles de Gaulle comprend que le mouvement d'autonomie de ces États est irréversible et met en place la Communauté française CF, par la Constitution du 4 octobre 1958 qui crée le statut d'État autonome au sein de la Confère. Cependant le refus de la Guinée à la CF, lors du référendum du 28 septembre 1958 va saborder le projet et aboutir finalement aux indépendances de 1960. La mise en place d'une nouvelle structure institutionnelle. L'échec de la communauté française après 1960 ne signifie pas pour autant l'échec de la politique française en Afrique et la fin de sa présence sur le continent noir.
Bien au contraire, cet échec va marquer un tournant décisif dans les relations franco-africaines puisque la France va mettre en place, à travers le général de Gaulle et son conseiller. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.